Omar erra longuement dans les champs, Mahachou, le mouton, trottant sur ses talons, et se rendit à la source du figuier, où il bombarda les oiseaux à la fronde. Là, déclenché par un mécanisme invisible, le vent coulait par intermittence de feuille en feuille, soulevant le poids houleux que portaient les arbres. L'enfant surprit l'instant où il prenait son élan. À partir de cette minute, le vent circula sans arrêt. Immobile, Omar écoutait. Et il pensait à Dals Bitar. Il l'imaginait dure et méchante comme toujours. Dans ses chants, subitement, elle s'élevait autour de lui, le recherchait de toutes ses mains, l'assiégeant de tous côtés. Les esprits de la grande maison envoyèrent dans son cœur leur souffle empoisonné. Cela dura une seconde pendant laquelle tout devint noir devant ses yeux. Et le sinistre cauchemar s'évanouit dans l'air subtil du matin. Ah, se gorger de ces chants et de ce ciel. Il savait maintenant où se faisait le juste départ des choses, par où passer la ligne au-delà de laquelle on cesse d'avoir faim, et en deçà de laquelle on ressent cette brûlure dans le sang et la violence qui l'accompagne. Cette ligne, la houle ondulée des cultures et des frondaisons, le pouls des sources, les nappes des pâturages, la traçait et la couvrait tout à la fois. Vers le milieu du jour, la chaleur se fit corrosive. Les femmes, Mama et Zhor, disposaient la meïda pour le déjeuner lorsque Omar rentra. Elle n'attendait plus que lui. Les poches gonflées de pierres, d'amandes vertes et d'herbes, les cheveux garnis de feuilles, il avait l'air d'un jeune sylphe. Il alla tout droit à une écueille où il piqua quelques olives noires et tendres, luisantes d'huile. Passé midi, il retrouva ses compagnons. Chacun d'eux n'était des Beni Boublen le Haut. Tous étaient de l'autre Beni Boublen, celui des ouvriers agricoles. Avec eux, c'était plus agréable de vagabonder dans l'odeur chaude des terres. Ils poursuivirent des bêtes peureuses, lancèrent des pierres aux chiens qui se déchaînaient, mais que les projectiles tenaient en respect. D'une grande distance, les gosses s'étendirent, agonirent par hachemi. Un berger qui se tenait sur la montagne, invisible, perdu avec ses chèvres, dans la rébarbative solitude de la Lastie. Il pouvait tout observer de là-haut. On eût dit à cet instant que sa voix émanait du ciel. Les garçons s'en allèrent rôder ailleurs. Ils cueillirent des mûres sur les baies vives et les mangèrent en frissonnant dans l'ombre des fossés. Ces fruits sauvages distillaient un jus acide sur la langue. Les drupes des pruniers, blanches, rouges, violacées, tombaient en une écœurante profusion. Ils en emportèrent une provision dans de larges feuilles de figuier. Mais les fabuleuses cerises, celles qui chargeaient les branches dans les champs des colons, excitèrent leur envie. Quelques-uns proposèrent de franchir les clôtures. Omar s'y opposa. Lui ne volait pas, voudrait ne jamais voler. De plus, c'était chez des Européens. Il tenait, disait-il, à les regarder droit dans les yeux. Les Européens, eux, préféraient naturellement avoir affaire à des Arabes qui volaient. Omar parlait comme un homme. Les autres garçons firent des yeux ronds.
Tout en murmurant, la troupe s'éloigna. Bond après bond, les uns sur les autres, ils s'enfuirent en jouant à Sebse-bout. Mais ils s'interrompirent net. Une cigogne arpentait un pré à la recherche de vers ou de crapauds. Ils entonnèrent tous ensemble dans sa direction. À Beshepchet, chèque, chèque. Allons sur l'air joué. Orge et blé te donnerai. Oh, la grande meule. Oh, l'abeille guitare. Dans le groupe, Omar avait un ami, Saïd, de même âge que lui. Un noiraud qui était le génie, grimpeur même des arbres. On ne connaissait pas de branche, aussi fine fût-elle, qu'il n'atteignit d'un bond. Sous l'œil écarquillé des garçons, hop, il sautillait comme un singe, et tout d'un coup le voilà qui disparaissait dans le feuillage. Seul son rire résonnait, et on apercevait derrière se balançant sur la plus haute fourche. Il dansait en l'air, puis l'instant d'après, il était par terre. Le sang d'Omar et de Saïd courait à l'unisson. Ensemble, ils faisaient de bruyantes apparitions dans la torpeur plane des Bni Bloblen. Au débouché du sentier qui conduisait au village des Fellahs s'élevait la case en torchis des parents de Saïd. Devant sa porte, Khadra, la mère, tournait une meule posée entre ses jambes écartées. Omar ne pouvait jamais songer à elle sans l'imaginer actionnant avec la même soumission du corps cette pierre pesante. Elle écrasait de l'orge, du froment, des piments rouges séchés, tant que durait le jour. Cet après-midi, lorsqu'ils arrivèrent, elle tournait d'une main, puis encore de l'autre, la poignée de bois fichée dans la meule. Le petit Saïd lui sauta sur les épaules, mais elle, affaissée, ne s'arrêta pas de moudre. Le garçon lui serra le cou entre ses bras, et le corps de la mère allait toujours. Omar regardait ses yeux caves, ses traits émaciés, la roue, dans un bruit égal de grains foulés, broyait les forces de la femme. Mais tout en se balançant, Khadra chantonnait d'une voix étouffée, chantait pour son fils, tandis qu'elle le portait sur le dos, comme s'il lui était encore un nourrisson. Dans un jardin, j'ai semé des grains d'anis. Attirés par leur douceur, les oiseaux sont venus. Je les ai chassés avec des paraboles. Les oiseaux rouges et tristes n'assailliront plus mon enfant. Et, à bout de force, elle s'allongea sur le sol. Quand elle eut reposé ainsi ses os, une horrible affliction monta dans le cœur d'Omar. En cette femme à l'expression désolée, étendue dans un abandon total, il voyait une morte. Un foyer proche et lointain éclairait l'espace. Les champs grésillaient. Un immense cheval bondit vers le ciel et hennit. La vieille terre se tut, et le feu blanc s'éteignit. Les cigales seules continuaient sans défaillance à creuser le jour de leur tarière. As-tu vu le cheval qui a traversé le ciel? Non, commandant. Il ne pouvait y avoir de cheval qui vole. Tu rêves. Les flammes qui tombent du ciel te tournent la tête, et tu vois des choses. Toi, tu n'as rien vu, c'est pourquoi tu parles comme ça. Omar s'étendit à l'ombre déchiquetée d'un olivier. Pour quelle raison n'avait-il rien vu? Commandant lui raconta ce que les Fellahs avaient observé au cours d'une nuit.
La lune d'été écumait au-dessus des abîmes noirs qui s'ouvraient entre les monts. Ce n'était plus la nuit. L'air, la terre resplendissaient. On pouvait distinguer chaque touffe d'herbe, chaque motte. L'air, la terre et la nuit respiraient d'un souffle imperceptible. Soudain, un bruit de sabots frappant le sol se répercuta à travers la campagne. Tous les fellahs se dressèrent sur leurs séants. Le bruit se rapprocha encore. Ce fut comme un tonnerre roulant d'une extrémité à l'autre de la contrée. Plus aucun fellah n'avait sommeil. Certains qui s'étaient installés devant leur gourbi virent sous les murailles de Mansoura un cheval blanc, sans selle, sans renne, sans cavalier, sans harnais, la crinière secouée par une course folle. Un cheval sans renne ni selle, dont la blancheur les éblouit. Et la bête prodigieuse s'enfonça dans les ténèbres. Quelques minutes à peine s'étaient écoulées, et le galop retentit de nouveau, martelant la nuit. Le cheval reparut sous les remparts de Mansoura. Il fit une seconde fois le tour de l'antique cité disparue. Les tours sarrasines qui avaient résisté à la destruction profilaient leur ombre intense dans la clarté nocturne. Le cheval fit une troisième fois le tour de l'antique cité. À son passage, tous les fellahs courbèrent la tête. Leur cœur devint trouble et sombre. Mais ils ne tremblaient pas. Ils eurent une pensée pour les femmes et les enfants. « Galope, cheval du peuple !» songeait-il dans la nuit. À la male heure et sous le signe mauvais, au soleil et à la lune. Omar s'endormit dans l'herbe ardente. Komandar le vit plonger si profondément dans le sommeil qu'il se tut. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.